Bonjour curieux et maître de jeu. Dans cette vidéo, nous allons attaquer le second étage du donjon de Palace of the Vampire Queen afin de l'adapter au système de jeu Donjons et Dragons 5. Je ne vais pas trop m'éterniser sur l'introduction cette fois, je me doute que vous avez déjà vu ma précédente vidéo où je parle de ce qui m'a motivé à débuter ce projet. Mais avant de commencer, j'aimerais faire un court remerciement à Coup Critique pour avoir attiré l'attention de leur auditeur sur ma toute petite chaîne. En plus d'encourager la communauté québécoise de jeux de rôle, ils font du super contenu sur YouTube. Alors vous pouvez comprendre que j'ai été vraiment excitée d'entrer en contact avec eux pour échanger sur nos passions communes. Bon d'accord, assez papoté comme ça, vous êtes ici pour découvrir la suite du donjon de la Reine Vampire, alors commençons. Même si l'information est apportée de manière uniforme à travers tout le module de Palace of the Vampire Queen, il y a une différence flagrante entre le premier et le second étage du donjon, à commencer par le nombre de pièces qui a été considérablement réduit, passant d'une cinquantaine à une trentaine. Mieux encore, les pièces vides ne forment plus que le tiers de l'étage plutôt qu'en faire la moitié, et semblent positionnées de manière plus calculée et réfléchie pour éviter de créer une fatigue de répétition chez le joueur. On peut observer la même chose avec le nombre de passages secrets, permettant ainsi un placement plus efficace, ainsi qu'une réduction du nombre de pièges, probablement après avoir épuisé la majorité de ses bonnes idées dès le premier étage. La seule constante, en fait, reste les quelques passages un peu étranges des couloirs pour chercher à désorienter les joueurs, signe d'une époque où ceux-ci dessinaient leur propre carte en se basant sur les descriptions du MJ. Cela me ramène à la raison de mon affection profonde pour le travail de Pete et Judy Kerestan, parce qu'analyser ces simples changements entre étages en dévoile énormément sur l'évolution personnelle que peut traverser un maître de jeu au fur et à mesure que celui-ci va acquérir de l'expérience. Dans le cas de Palace of the Vampire Queen, il est clair que le MJ avait déjà prévu faire un donjon de 5 étages et préparer une liste de monstres pour offrir une courbe de difficulté croissante. Cependant, je crois que les cartes n'ont pas été créées en même temps, mais plutôt l'une à la suite de l'autre à mesure que les joueurs finissaient un étage et étaient prêts à affronter le suivant. Ainsi, des semaines, voire même des mois, peuvent avoir défilé entre la création finale du premier étage et celle du second, permettant au MJ de jauger qu'est-ce qui a bien marché dans l'étage précédent, ou au contraire, qu'est-ce qui a pu apporter de la frustration aux joueurs ou causer un simple manque d'intérêt. C'est cette prise de maturité qui permet de peaufiner un patchwork de multiples idées serrées les uns contre les autres et les transformer en un travail cohérent et agréable pour tous les membres autour de la table de jeu, que ce soit pour les joueurs qui seront un peu moins confus par la carte ou pour le maître de jeu qui n'a plus à passer des nuits blanches sur des détails excessifs. Donc, si vous êtes un nouveau maître de jeu voulant créer votre propre donjon, l'un des meilleurs conseils que démontre Palace of the Vampire Queen est que vous n'avez pas besoin de tout planifier de A à Z avant même la première session de jeu. Laissez-vous de la place pour évoluer. N'ayez pas peur d'expérimenter au début du jeu pour découvrir ce qui rend vos joueurs réceptifs ou non. Et voyez vos erreurs comme un apprentissage pour rendre votre prochaine quête, donjon ou campagne encore meilleure. Même les plus grands maîtres de jeu de ce monde sont passés par ces observations. Alors ne mettez pas autant de pression sur vos épaules et amusez-vous, c'est le plus important. Wow, ok, je suis partie sur une très longue parenthèse. Alors revenons au module en lui-même. Comme dans l'étage précédent, la carte peut être séparée en 3 zones ou factions différentes. Donc en vert sont les salles en lien avec les orques et leur chef ogre mentionné par les gobelins du premier étage. En rouge est le territoire d'un cultiste et de ses zombies, servant en quelque sorte de lien entre les vampires et leurs alliés monstrueux. Et enfin, en violet, vous avez les salles de la crypte qui contiennent les monstres sans faction ou les salles au trésor qui ont pu être installées avant même l'arrivée de la reine vampire. Bien entendu, plusieurs modifications ont été faites pour adapter la version originale aux règles de base de Donjon Dragon 5, alors jetons-y un coup d'œil plus en profondeur. La première modification, et la plus évidente, a d'abord été de changer le troll à la tête de l'Alliance monstrueuse pour un ogre, le premier étant un adversaire bien trop difficile après un premier étage exclusivement constitué de rencontres de bas niveau telles qu'une poignée de gobelins, bandits et squelettes. L'ogre est donc un bon compromis pour avoir l'équivalent d'un mini-boss d'étage et apporter juste assez de défis à vos joueurs. Sauf si, bien sûr, vous avez sur votre table un petit génie de la stratégie qui va s'amuser à faire piquer une colère à l'ogre pour l'attirer jusqu'au petit couloir ouest et utiliser à son avantage les malus d'une créature de taille grande tentant de passer dans un espace étroit. Bien sûr, après avoir réalisé qu'une telle action était possible,
J'aurais pu simplement agrandir le dit couloir pour le rendre praticable pour l'ogre et éviter une telle possibilité de fuite au héros. Mais comme je l'ai mentionné plus avant, être un bon MJ est d'observer ce qui motive vos joueurs. Si l'un d'eux veut utiliser le terrain à son avantage, ce n'est pas tricher, c'est être créatif. Ou sinon, tous les combats vont finir par devenir vite redondants. Ainsi, le simple fait de laisser le couloir ouest étroit revient à offrir une plus grande variabilité de possibles et laisser à vos joueurs le plaisir de choisir par quel angle d'attaque ils veulent affronter un problème. Comme tout bon mini-boss, l'ogre est bien sûr accompagné d'hommes de main, ou dans ce cas-ci, d'une petite armée d'orques. Ceux-ci ne viendront pas à son aide, cependant, car ils sont actuellement occupés par un autre problème. En effet, la version originale mentionne un invocateur et son compagnon chien esquiveur, qui s'allient avec les joueurs pour mieux combattre ces monstres. Bien qu'ayant gardé à peu près le concept de base, les principales modifications qui ont été apportées sont en lien avec la trame narrative du donjon. C'est pourquoi... Oh, c'est vrai, je vous ai pas parlé de ma version de l'histoire pour le donjon. Je veux dire, vous avez sûrement vu l'animation d'introduction qui parle de la légende de la reine vampire, mais ça ne mentionne pas exactement l'élément déclencheur qui motive vos joueurs à entrer dans la crypte. Bon, d'accord, pour la peine, je vais essayer de faire un bref résumé. Donc, vous avez la capitale naine, non loin du tombeau, et une nuit, les vampires décident de capturer leur princesse pour l'emporter avec eux dans les profondeurs du donjon, poussant les joueurs à entrer dans la crypte pour la sauver. Mais avant leur arrivée, un groupe de la garde royale a déjà tenté une première percée dans les souterrains, ce qui explique entre autres la présence du guerrier emprisonné au premier étage et son désir de rejoindre les héros dans leur quête pour sauver la princesse. Oui, je sais, ça peut sembler un peu cliché sur le coup, mais je tenais encore une fois à rester à peu près fidèle à l'histoire du module original, sans compter que dans mon univers, la civilisation naine est avant tout matriarcale, ce qui rend le kidnapping d'une princesse bien plus grave que celle d'un prince. J'aimerais pouvoir donner un peu plus de détails, mais ça rendrait cette vidéo bien trop longue. Alors, peut-être après avoir passé au travers des 5 étages du donjon, je pourrais faire une dernière vidéo où j'explique plus en profondeur mon processus créatif pour l'histoire et l'univers que j'ai créé tout autour. Enfin bref. Avec ladite trame narrative en tête, j'ai décidé de faire de l'invocateur un autre membre de cette première équipe naine, afin d'expliquer sa présence dans le donjon. Mais en suivant cette logique, il ferait plus de sens que ce PNJ décide de continuer son alliance avec les héros jusqu'à ce qu'il retrouve la princesse, enlevant la possibilité au personnage d'être trop puissant pour l'empêcher de voler la vedette aux joueurs. Le chien esquiveur prend aussi non pas le rôle de compagnon, mais d'allié potentiel apparu de nulle part pour dévier l'attention des orques sur lui plutôt que sur le magicien blessé et isolé du reste de sa troupe par une attaque surprise. La présence du chien esquiveur sera d'ailleurs un mystère que les joueurs pourront découvrir un peu plus tard dans leur aventure, révélant l'existence d'une sorte de guerre froide entre le plan du Feywild et celui du Shadowfell. Mais encore une fois, ça entre sur le territoire de la création de monde, alors j'entrerai pas trop dans les détails pour l'instant. Toujours est-il que ce scénario est la raison pourquoi j'ai déplacé l'invocateur derrière un passage secret, qui est en fait une porte normale qu'il a camouflée avec un simple sort d'illusion mineure pour la faire passer pour un mur, et ainsi échapper à ses poursuivants orques. La raison mécanique, cependant, est aussi de m'assurer que les joueurs n'accumulent pas les compagnons PNJ trop facilement, ce qui explique, par exemple, pourquoi le guerrier du premier étage se doit d'être réuni avec son bouclier et son arme avant de les joindre. Évidemment, la solution la plus facile aurait été d'enlever ces personnages alliés du donjon, mais non seulement ça colle pas avec mon désir de respecter au plus près le module original, mais j'aime aussi laisser la possibilité aux joueurs solo ou inexpérimentés de pouvoir acquérir de l'aide supplémentaire au cas où le besoin s'en fait ressentir, ce qui sera vite le cas dans les étages suivants, vous pouvez me croire. Enfin, dernier détail avant de passer à la prochaine faction, la dernière pièce tout au bout de la série de salles contenant les orques est supposée téléporter le groupe de retour au début de la dite série. Mais puisque ma propre série de salles est plus courte, sans compter qu'il suffirait d'un simple effet de saut narratif pour dire que les joueurs sont revenus sur leurs pas, la pièce n'est désormais composée que d'un cercle de téléportation inactif, que les joueurs peuvent activer s'ils décident de revenir dans la crypte un peu plus tard. Oui, je sais, ça peut sembler peu probable, mais j'ai déjà eu un joueur qui a décidé d'établir ses quartiers généraux dans des souterrains infestés de kobolds, à plus d'une journée de marche
du plus proche village, pour le simple plaisir d'être considéré comme leur roi. Alors sincèrement, plus rien n'est capable de me surprendre. Parlant d'ailleurs d'offrir différentes possibilités aux joueurs, j'ai déplacé un passage secret entre cette pièce et le couloir de l'Ouest, permettant ainsi aux héros d'affronter les orques sur un autre angle d'attaque, avec l'avantage du chien esquiveur à leur côté, ou bien de sauver celui-ci sans effusion de sang en l'aidant à fuir par le passage secret, tout en laissant les orques s'acharner sur la porte d'une pièce désormais vide. Mais suffit de parler des orques, temps de s'attaquer à la seconde faction, à savoir notre cultiste et son armée de zombies. Si vous avez vu ma vidéo sur le premier étage, vous savez l'emphase que je mets sur l'importance de varier l'esthétique de vos salles lorsque celles-ci possèdent le même type de créatures, comme ce fut le cas avec les squelettes de la dernière fois. Sur ce deuxième étage, nous avons un cas très similaire avec 3 salles remplies à ras-bord de zombies. La logique voudrait donc appliquer le même principe dans ces 3 pièces. Mais ce qui est génial avec la création, c'est qu'il y a toujours des exceptions à la règle, si ces exceptions sont pratiquées à bon escient. Ainsi, si mon but est de créer une fatigue à mes joueurs, en instillant une sensation de monotonie dans un donjon jusqu'à maintenant marqué par un effort de variété, il y a de bonnes chances que ceux-ci réalisent que quelque chose est anormal et cherchent à en savoir la raison. Ce qui va les mener à réaliser qu'ils sont tombés sur l'équivalent d'une manufacture de zombies. De plus, l'intérêt des zombies comparé aux squelettes, c'est qu'il est plus facile d'apporter des variations visuelles sur leur physique, enlevant ainsi le besoin d'apporter ces détails sur l'esthétique des pièces dans lesquelles ils se trouvent. Ça peut aller de la différence dans le niveau de décomposition des zombies, apportant l'indice aux joueurs plus attentifs que les zombies de la première salle sont plus anciens que ceux plus frais de la troisième, ou bien le fait que les zombies de la première salle sont majoritairement des humains, pour ensuite être majoritairement nains, révélant que leur créateur se trouvait probablement dans une autre base secrète proche d'un territoire humain, avant d'être obligé de déménager dans l'actuelle crypte où les nains sont plus à portée. Enfin, la salle tout au bout de la suite étant une morgue, il s'agit de l'occasion parfaite pour montrer les cadavres frais des anciens compagnons d'armes des PNJ nains accompagnant les joueurs, ce qui amène non seulement à la conclusion que ceux-ci ont échoué à sauver la princesse et sert d'avertissement aux joueurs des difficultés à venir, mais permet aussi une magnifique scène où les joueurs assistent à la réaction de leurs nouveaux compagnons face à la mort de personnes qui leur sont chères. À long terme, il peut s'agir d'une bonne excuse pour prétexter le retrait de l'un de ces PNJ d'un combat si jamais les rencontres se révèlent trop faciles pour les joueurs, en disant que leur camarade nain est soudain terrassé par un sentiment d'impuissance à cause du deuil. Si l'un de vos joueurs est nain, il peut aussi s'agir d'une bonne occasion pour lui de briller avec une déclaration de guerre contre les nécromanciens en jurant vengeance pour la mort de ses confrères. Si vous construisez vos propres donjons, n'hésitez pas à créer des salles similaires où il n'y a ni trésor, ni combat, mais un élément clé pour le déroulement d'une scène émotionnelle de dialogue. C'est pour cette raison que j'ai enlevé le butin qui devait s'y trouver dans la version originale, afin que l'attention soit centrée complètement sur le roleplay aussi longtemps que les joueurs le désirent, sans risquer d'être interrompus. La pièce suivante, le laboratoire, n'est accessible que par passage secret, et plus précisément par 2 d'entre eux, pour augmenter les chances aux joueurs de détecter ceux-ci au cas où il manquerait leur jet pour le premier, mais sans non plus être une entrée trop évidente pour leur permettre d'éviter un soudain combat contre le cultiste durant un moment de vulnérabilité. Celui-ci se trouvant dans la pièce suivante, cela donne aussi aux joueurs la possibilité de récupérer un peu de butin dans le laboratoire avant de fuir sans combattre. Mais si les joueurs veulent accéder au meilleur butin de la petite salle au trésor, ils devront alors affronter le propriétaire des lieux. La version originale parle d'un magicien, mais ceux-ci pouvant être horriblement puissants, j'ai préféré le changer pour un fanatique de secte, qui a le même niveau de difficulté que l'ogre de la dernière faction, mais avec un style de combat totalement différent, permettant aux nouveaux joueurs d'apprendre à gérer un ennemi lanceur de sorts. Rien ne vous empêche cependant de créer une rencontre personnalisée contre un magicien nécromant ou un prêtre du domaine de la mort, du moment que ça reste un maximum de niveau 3. Dans la version originale, il est indiqué que tous les zombies de l'étage sont sous son contrôle et vont accourir pour protéger leur maître si attaqués. Mais non seulement notre cultiste n'a pas le niveau pour une telle prouesse, le combat serait tellement débalancé qu'il conduirait à la mort de tous vos joueurs. Alors, vous comprendrez que cet élément a été retiré de ma version.
Donc, outre ces quelques différences, le reste de la crypte n'a pas subi énormément de modifications, surtout comparé à l'étage précédent, ce qui confirme à quel point le deuxième étage demande une belle évolution du maître de jeu pour offrir un travail solide. Je me suis essentiellement contentée de déplacer le cube gélatineux dans la pièce bordant le laboratoire pour laisser sous-entendre que le cultiste utilise la pièce pour se débarrasser de ses déchets chimiques et organiques, ce qui aurait mené à la création de la vase ou à son arrivée en tant que décomposeur. D'un point de vue mécanique, ça rend aussi l'approche du deuxième passage secret plus difficile pour les joueurs et les laisse entre le choix d'affronter plusieurs vagues de monstres faibles ou un seul combat contre une créature plus forte, après avoir traversé au moins un piège et une salle remplie de limons verts. Ce qui continue la thématique visqueuse du cube gélatineux. Il y a aussi un bref retour des squelettes et d'une salle au trésor pour garder une continuité thématique avec ce qui a été vu précédemment à l'étage 1, mais avec une petite variable dans l'esthétique qui tourne plus vers les catacombes plutôt qu'un lieu de culte ou de repos pour anciens héros. Enfin, les deux dernières pièces sont supposées être habitées par des tiques et limaces géantes qui ne font malheureusement pas partie du livre de base et ont donc été remplacées à nouveau par des punaises de feu pour offrir une chance aux joueurs de récupérer une nouvelle source de lumière. Afin de différencier les deux pièces, j'ai pensé à ce que l'une soit utilisée comme salle de déchets pour l'ogre et ses orques et contient ainsi des créatures inoffensives. Les punaises de la salle voisine, cependant, n'auront pas cette chance et la faim va les pousser à attaquer les joueurs aussitôt la porte ouverte, créant ainsi un petit effet de surprise brisant l'idée préconçue que toute punaise de feu qu'ils croiseront vont simplement les ignorer, et les encourager à réfléchir rapidement pour éviter un combat en jetant par exemple une poignée de nourriture au sol pour servir de distraction. Je répète cependant que mon désir d'utiliser les créatures du manuel de base sert uniquement à rendre mon module le plus accessible possible aux nouveaux arrivants, et qu'il vous est tout à fait possible de les remplacer par autre chose selon vos préférences. Je suis sûre qu'il doit y avoir quelque part une fiche de l'image géante pour les règles de Donjon Dragon 5, que ce soit sur Internet ou dans un autre bestiaire plus récent. Alors si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à faire vos propres recherches pour modifier ce donjon comme il vous plaira. Et c'est sur cette note que ma vidéo s'approche de la fin. Certains remarqueront qu'il est encore plus facile de passer directement à l'étage suivant du donjon en prenant simplement le couloir nord, sans aucune porte ou piège pour ralentir les joueurs. Et à cela, je répondrai qu'il s'agit d'une tentation volontaire de ma part. Comme je l'ai mentionné dans ma précédente vidéo, j'aime créer un peu de discorde parmi mes joueurs, et la possibilité d'une descente rapide dans le donjon est une occasion parfaite pour déclencher un débat. D'un côté, certains pourraient dire que, logiquement, les vampires ont dû apporter la princesse au plus profond de leur repère et qu'il vaut mieux hâter le pas pour la secourir au plus vite. D'autres pourraient dire qu'au contraire, il est possible que le deuxième étage serve de prison et qu'ils ne pourront en être sûrs que s'ils fouillent méticuleusement chacune des pièces. D'autres encore pourraient entendre le fait qu'ils ont besoin de monter en point d'expérience avant d'affronter les monstres de plus en plus difficiles des étages suivants, alors que d'autres s'opposeraient en disant que les combats étaient ridiculement faciles jusqu'à maintenant et qu'ils ont envie d'un défi plus élevé. Quelle que soit la décision des joueurs, c'est à vous de les laisser parler et prendre leur propre choix, même si cela signifie sauter un étage au grand complet. En tant qu'MJ, ça peut sembler un peu frustrant de faire autant de préparation juste pour voir vos joueurs passer à côté, mais rien ne dit que vous ne pourrez pas recycler ce matériel pour une autre occasion, par exemple lorsque les héros seront sur le chemin du retour pour sortir du donjon. Certaines scènes et rencontres peuvent même être modifiées pour démontrer le passage du temps ou l'impact que certains choix peuvent entraîner, comme par exemple laisser les orques tuer le chien skiveur et porter sa fourrure comme trophée de guerre, privant ainsi les joueurs d'un allié potentiel parce qu'ils n'ont pas été assez rapides pour le sauver. Le mot-clé étant « sachez vous adapter ». Et qui sait, vous pourrez peut-être vous surprendre vous-même dans un élan de créativité improvisé. Le module laissé dans la description de cette vidéo n'est après tout qu'un guide gratuit pour vous inspirer. Et si vous voulez la suite avec le 3e étage du donjon, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne pour être averti de la prochaine parution. Sur ce, à la prochaine et que l'aventure vous soit agréable. Ah, j'oubliais de vous dire, la prochaine vidéo devrait paraître dans 2 mois, donc en mars. Et ensuite, si on a de la chance, les prochaines vidéos devraient apparaître au rythme de 1 fois par mois. Alors, à la prochaine!